Bonjour et bienvenue aux infos TCBH de la semaine du 8 novembre 2023. Tout d'abord, la semaine a été marquée par la grève, le 6 novembre dernier, du Front commun. Plusieurs personnes étaient rassemblées devant les bureaux du Centre du service du fleuve et des lacs. Notamment, celle-ci a perturbé les services de l'éducation, de la santé et des services sociaux. Si le gouvernement Legault ne règle pas la question, les grévistes ont déjà annoncé 3 jours de grève, du 23 au 26 novembre, et se dirigeront vers une grève illimitée. Souvent aussi, puis là, tu mélanges les noms. Ben ouais. Ah bon, oui, putain, le pilote, toi, là. Bye, bonne journée. Maintenant, on se transporte vers la bibliothèque Anne-Marie d'Amour de Trois-Pistoles, à la rencontre de M. Michel Jean, auteur. Celui-ci a présenté une conférence dans le cadre du Salon du livre de Rimouski pour présenter son nouveau livre qui jette à nouveau un regard sur l'histoire du peuple autochtone. En 2020, il a reçu le prix littéraire de France-Québec et le prix Nomade en 2021. Voici mon entrevue. Bonjour, M. Michel Jean, Oui. chef d'antenne à Montréal. Très heureuse de vous rencontrer aujourd'hui dans le cadre du Salon du livre de Rimouski, ici à la bibliothèque de Trois-Pistoles. Je crois que dans la salle, ce que je retiens de votre conférence, c'est que les gens ont été très touchés. Vous êtes un autochtone, puis vous avez expliqué aussi dans vos mots qu'est-ce que c'est être un autochtone, pourquoi, vos racines, comment vous en êtes venu à écrire tous ces livres que je ne savais pas, malheureusement. Comment expliquez-vous que les gens soient touchés autant que ça? Je pense que les gens, ils ont une curiosité parce que l'histoire des Autochtones au Québec, c'est aussi l'histoire du Québec, c'est aussi donc l'histoire de toutes les personnes qui vivent ici. Je pense que les gens, ils découvrent ça dans les dernières années. Ils ont une curiosité pour ces questions-là. Et moi, je trouve ça important d'échanger. Puis pour ça, quand on m'invite comme ici à venir, je le fais parce que je trouve que c'est une manière de... On peut changer le monde d'un livre à la fois à condition d'être patient. Tu sais, donc, chaque personne qui est sensibilisée, qui, à travers un livre ou une conversation, voit les choses différemment, est un citoyen qui, en voyant les choses différemment, va agir différemment. Donc, moi, je crois à la bienveillance, puis au partage. Puis, c'est ce que j'essaie de faire et dans mes livres et quand je fais des conférences comme ici. Puis aussi, à travers tout ce que vous avez expliqué, votre grand-mère, elle a été une grande influence dans votre vie au départ. Ben oui, en fait, ma grand-mère, mon arrière-grand-mère, c'était des personnages qui étaient plus grands que nature dans les deux cas. J'ai bien connu quand même Almanda. J'ai plus connu ma grand-mère Jeannette, qui a vécu plusieurs fois des mois avec nous. Et moi, tout le côté de la famille autochtone, même si on en était loin, je me sentais près de ça par mes grand-mères.
ça dépend toujours des gens. Comme mes frères sont moins proches de la culture autochtone que moi je le suis. Ils sont moins allés à Macheteyash que moi j'y allais parce que je suis un peu plus vieux. Mais pour moi, c'est des femmes qui étaient des femmes courageuses avec beaucoup de dignité. Qui ont toujours été des personnages que j'ai trouvés inspirants. Alors, même avant que je pense à écrire des livres, c'est des gens dont la force, la résilience, l'intégrité m'ont toujours frappé. Et c'est peut-être pour ça que j'ai été porté à les mettre dans mes romans, parce que je trouvais que c'était des personnages plus grands que nature. Je n'aurais pas été capable de créer des personnages aussi bons, aussi crédibles qu'elle l'était. Une petite question aussi. Est-ce que vous pensez qu'il faudrait réécrire l'histoire du Québec? Pas la réécrire, mais y ajouter des grands pans, quand même. Je veux dire, il s'est passé beaucoup de choses ici, et l'histoire des Autochtones n'est pas dans les livres d'histoire, pratiquement. Moi, je trouve que c'est pas acceptable. Les Autochtones sont arrivés il y a 10 000 ans au moins, au lac Saint-Jean. Chez nous, c'est 5 000 ans à peu près. Et donc, ces gens, tout ce passé-là devrait nous intéresser. Je pense que quand on va commencer à le fouiller, va intéresser les Québécois aussi. C'est pas normal que l'histoire du Québec ou du Canada, ce soit l'histoire seulement de la colonisation européenne. Il y avait déjà des gens qui vivaient ici. C'était pas des sociétés nulles, c'est des sociétés intéressantes. Donc, je pense que il fut une époque où on acceptait ça, mais je pense maintenant que les gens voient les choses autrement. Vous avez bien raison. Votre dernier livre, on va en parler. Ouais. Comment s'appelle-t-il? Khimik. On dit, ça s'écrit Khimik, mais moi je parle pas l'Inuktitut, mais en Inuktitut on dit Khimik. Et donc Khimik, ouais. Comme en arabe. Khimik. Khimik. Ouais. OK. Et donc ça veut dire chien. OK. La toile de fond du roman, c'est le massacre des chiens nordiques. Dans les années 50-60, pour forcer les Autochtones à rester dans les villages où on les a assignés, les gouvernements ont tué les chiens. Les policiers arrêtaient dans les villages, abattaient les chiens. Devant les gens, la banquise était rouge de sang, puis on brûlait les cadavres. Ça, pour les Inuits, c'est un traumatisme avec lequel ils vivent encore. Si vous allez dans le Nord, tout le monde parle de ça. Ici, pratiquement personne n'est au courant. C'est pas normal. Ça aussi, ça fait partie de l'histoire du Québec. Alors, dans mes romans, je sais pas de faire la morale aux gens ou de faire sentir coupables les gens. J'explique ce qui s'est passé à travers des personnages d'un roman, d'une histoire que j'espère intéressante, enlevante ou touchante. Et je me dis qu'au travers de ça, si la lectrice ou le lecteur veut, il en ressort avec un petit peu de cette histoire-là qui est restante. C'est la grande force de la littérature, c'est que c'est comme un film que tu joues dans ta tête. C'est plus fort qu'un film, parce que c'est toi qui te l'invente. Je ne retiendrai pas plus longtemps, mais c'est passionnant, puis c'est vrai que quand vous l'expliquez, si vous êtes dans un calme absolu, puis c'est très intéressant de vous entendre parler, très heureuse d'avoir assisté à votre conférence. Puis en terminant, si on dit bonne soirée, on dit ça comment? Moi, je dirais Tchinishkumiten, merci beaucoup. Merci beaucoup. Connaissez-vous le CANAB? C'est le collectif d'accueil des nouveaux arrivants des Basques. J'ai rencontré Mme Mélanie Rioux, agente de Place aux Jeunes, qui en fait partie. Me voilà en compagnie de Mme Mélanie Rioux, agente de Place aux Jeunes, qui représente le CANAB. Qu'est-ce que c'est le CANAB? D'abord, c'est l'acronyme pour le collectif d'accueil des nouveaux arrivants des Basques. Notre mission, dans le fond, le but ultime du CANAB, c'est de favoriser l'établissement durable des nouveaux arrivants dans la MRC des Basques. On parle de nouveaux arrivants, mais on parle dans ce temps-là autant de gens qui peuvent faire un retour en région que des personnes qui viennent d'un autre pays, donc les personnes migrantes, ou des personnes qu'on dit migrantes qui peuvent venir de Montréal, Québec, qui n'ont pas nécessairement un réseau ici, qui décident de s'établir dans notre région. Ouais. Donc, à travers ça, le CANAB a organisé différentes activités dans le mois de novembre, décembre et janvier. Est-ce que tu me permets de faire le tour avec toi? Ben certainement. Ben oui, ben pourquoi qu'on organise aussi des activités, peut-être, je reviendrai peut-être. Oui. Ben dans le fond, ça fait partie un peu d'une partie de notre mandat, parce que oui, on accompagne de manière individuelle les personnes, mais aussi l'organisation des activités accessibles, gratuites, inclusives, ben ça leur permet aussi de réseauter, socialiser, de découvrir le territoire. Et aussi, il y a une mission, là, c'est ma collègue Laurie qui est à
à la MRC des Basques, qui s'occupe aussi plus de la communauté, dans le sens d'en faire une communauté d'accueil plus inclusive, plus ouverte, en faisant des activités de sensibilisation à la diversité culturelle. Puis aussi, elle met en valeur les personnes immigrantes de notre territoire de toutes sortes de façons aussi, là. Fait que ce soit en les invitant à faire un atelier de cuisine de leur pays ou dernièrement, il y a eu le parcours migratoire des personnes immigrantes des Basques lors des Grandes Gueules, du rendez-vous des Grandes Gueules. Donc, ça permet de mieux les connaître puis donc de mieux comprendre leur réalité. Tous ces genres d'activités. Oui, vous évaluez à combien de personnes environ qui participent à ces activités-là? C'est sûr que ça dépend des activités. On a environ plus d'une trentaine d'activités par année. C'est sûr qu'il y a certaines activités, comme il y a eu des documentaires à la Forge qui ont attiré 60 personnes, où on a aussi des plus petites activités qui vont attirer une dizaine de personnes. Donc, ça varie à peu près. Ça donne une idée. Permets-moi de poser la question. Bon, c'est pour les nouveaux arrivants, mais est-ce que Monsieur Tout-le-Monde peut participer à ces activités-là? Oui, définitivement. C'est notre objectif aussi que tout le monde participe. Parce qu'on veut pas que les nouveaux arrivants réseautent juste entre eux. On veut que, si on veut parler d'enracinement, d'intégration, on parle plus d'enracinement que d'intégration, on aime mieux le terme. Ça se fait avec les gens de la population. Donc, oui, on invite tout le monde qui ont envie de participer. Puis, ça permet aussi de sortir de l'isolement, rencontrer des gens, faire d'autres choses et de bénéficier d'activités qui sont accessibles. Bon, la première activité, au mois de novembre, jeudi le 9 novembre, de 7h à 21h, il va y avoir une soirée de jeux de société. Oui, avec l'Auberge du Cheval Noir, qui en avait organisé aussi dernièrement. Donc, on s'est dit que ce serait une belle collaboration aussi avec eux. Et c'est tout simple, les gens peuvent apporter leur jeu ou non. Et on arrive, puis on s'installe, on choisit le jeu, le regroupement selon les intérêts, puis ça permet d'avoir une belle soirée en toute simplicité. Ouais. Oui. Bon, par la suite, le 17 novembre, de 9h à midi, il va y avoir une randonnée plein air pour la découverte du territoire. Oui, c'est avec Isabelle Blouin de Projet Tuya qui se spécialise justement dans les sorties plein air, mais aussi dans la découverte du territoire et tous les bienfaits qui viennent avec. Donc aussi un petit côté aussi pleine conscience aussi qui est apporté, connaissance du territoire et aussi connaissance de la nature aussi est apportée par Isabelle Blouin. Donc c'est intéressant. Par la suite, le 26 novembre, on va aller patiner pour l'initiation au patinage à l'Arena par traîneau-page. Oui, c'est sûr qu'il y a beaucoup de gens il y a beaucoup de nouveaux arrivants s'ils viennent d'un autre pays, que c'est pas l'hiver. Bon, ils vont pas naturellement savoir patiner, mais c'est pas seulement les nouveaux arrivants, ça peut être quelqu'un qui a habité toute sa vie à Trois-Pistoles qui se dit, moi, c'est maintenant que j'apprends à patiner. Donc, ils sont les bienvenus. Puis il va y avoir aussi le club de patinage artistique, les Étincelles, qui vont être sur place. Oui, pour donner des bons trucs. Oui, il y a le hockey, le patinage, puis aussi d'autres activités. Au mois de décembre, le 9 décembre, de 13h à 16h, papier et lumière atelier de fabrication de lanternes, très intéressant. Oui, au fond, on essaie de varier nos activités. Là. On est plus du côté de l'artisanat avec la maison du notaire. Donc, ça va chercher d'autres intérêts. Ouais. On rappelle que toutes les activités sont gratuites. La plupart, je crois qu'ils sont ça a l'air d'être tout gratuit. Ça peut arriver des fois qu'on demande un 5$. Aussi, ça dépend si... mais pas cette fois-ci. Comme l'été, on a l'activité de kayak. Ça vaut beaucoup plus cher. Donc, on demande une petite contribution. Ça demeure des activités quand même abordables. Oui. Le 19 janvier, il va y avoir le traditionnel feu de camp au camping de Trois-Pistoles. Oui, et puis là, on apporte une touche multiculturelle. Donc, il devrait y avoir... dans le fond, l'idée, c'est que des personnes immigrantes viennent présenter leurs traditions dans leur pays, les traditions du Nouvel An. Ça peut se faire de différentes façons. L'année passée, on avait une tradition équatorienne. Je ne sais pas si on va ramener celle-ci. Mais donc, l'idée de mettre son vœu pour la prochaine année sur un papier, aussi qu'est-ce qu'on veut oublier pour l'année précédente, jeter le papier au feu, tu sais, c'est le genre de tradition qui existe dans d'autres pays, donc qu'on va découvrir cette soirée-là. Le 28 janvier, dimanche, le dîner d'accueil des nouveaux arrivants des Basques.
à la salle communautaire à Notre-Dame-des-Neiges. Oui, donc ça se veut quand même un gros événement. Donc, c'est sous réservation. On souhaite dire la bienvenue aux nouveaux arrivants de 2023 et leur souhaiter d'être longtemps parmi nous encore pour la suite. Donc, on en profite pour souligner leur présence parmi nous. Le mercredi, le 31 janvier, le dernier événement de l'année, le premier événement plutôt de l'année 2024. Oui, c'est vrai. Projection du documentaire de l'histoire Jugera de Germain, je te laisse prononcer le nom. Gutiérrez. Merci! C'est un Colombien, oui. Mais dans le fond, ça fait partie du mandat de ma collègue. Et c'est un documentaire donc qui présente aussi un peu plus le côté politique en Colombie. Donc ça nous fait comprendre aussi une situation d'un autre pays, nous ouvrir là-dessus, puis il va y avoir la présence du réalisateur donc pour une discussion après le documentaire. Puis j'ai envie de dire aussi, ça me fait penser, en parlant de ma collègue, qu'au début j'ai oublié de dire que le CANAB, c'est une formation de 2 organismes. Là. Moi, je fais partie de l'Univers Emploi. J'ai ma collègue aussi, Valérie, qui est de l'Univers Emploi. Elle s'occupe des personnes immigrantes, moi des personnes de 18-35 ans. Puis on a Laurie, que j'ai nommée tout à l'heure, et Marie-Ève à la MRC des Basques aussi, qui s'occupe des personnes 36 ans et plus. Donc on s'est regroupé la MRC et l'Univers Emploi pour former le CANAB. Très bel organisme, soit dit en passant. Est-ce que tu as des informations à rajouter? Ben, on a un courriel qui permet de nous rejoindre les 4 en même temps. Oui. Donc, c'est accueil.lesbasques@commercial@gmail.com. Sinon, on a notre page Facebook pour avoir plus d'informations sur les événements. On peut nous communiquer aussi, nous contacter de cette façon-là. Et sinon, ben c'est sûr qu'on a aussi, on a sur le site web de la MRC, sur nos petits dépliants, chacun nos numéros de téléphone aussi pour nous contacter. On les présentera à l'écran. OK, parfait. Puis celui-ci, c'est vraiment pour les nouveaux arrivants. Puis celui-là, c'est pour nos partenaires là, qui veulent nous contacter, faire des collaborations, avoir de la formation aussi, puis sur la diversité culturelle. Donc, on a nos 2 petits cartons. Alors, je te remercie beaucoup, Mélanie, pour ce petit moment avec toi pour nous présenter les magnifiques activités du CANAB. Merci. La saison de hockey senior débute à 3 pistoles. Voici ce que l'entraîneur, M. Éric Bézil, nous révèle sur le sujet. Je me trouve ici à l'aréna Bertrand-Lepage de 3 pistoles en compagnie d'Éric Bézil, l'entraîneur du club de hockey senior de Fondation BA. Bonjour Éric, ça va bien? Oui, ça va bien. Oui, on entame la saison 4. Nous, on commence le 3 novembre à Matane, c'est la ouverture pour Matane. Nouvelle équipe, une équipe qui a déménagé de Saint-Domingue-des-Monts à Matane. Ah, OK. Ouais. Puis ensuite, l'ouverture locale, c'est le 11 novembre, c'est à Trois-Pistoles contre Gaspé. Qu'est-ce qui va se passer le 11 novembre? Va-t-il avoir un tailgate? Oui, le 11 novembre, il y a plusieurs activités. Là. Dans le stationnement en avant de l'aréna, il y a un tailgate. Les gens sont invités. Je pense que c'est à partir de 5 heures, je ne me trompe pas. Fait que, il va y avoir de la vie, il va y avoir... il va y avoir de la musique, barbecue, j'ai vu ça, là, puis c'est quand même très abordable. Là. On peut manger ici, puis après ça, assister à la première partie de hockey, voir la présentation des joueurs. Parlons-en des joueurs. Qui va être de nouveau dans l'équipe cette année? Je vous dirais qu'on a sensiblement le même noyau que l'an dernier. L'ajout principal, c'est la défensive avec Anthony Lamour, un joueur de 3 pistoles. C'est sûr que ça va venir... Enseignement de l'Océanique. Oui, anciennement d'Océanique. Ça, c'est un nouveau joueur qu'il y a. Ensuite de ça, il y a Mathis, mon garçon, qui va jouer aussi à défense cette année. Il revient de l'hiver en Floride. Fait que c'est des ajouts là, à l'offensive qu'on a. Puis l'attaque, c'est sensiblement la même attaque, mais on va avoir encore une bonne équipe cette année. Raphaël Santerre au centre, après? Ouais, j'ai Raphaël Santerre, j'ai les deux Desjardins, on a les Félix et François Gagnon. Et le vétéran? Oui, Guillaume Bérubé, faut pas l'oublier. Non, faut pas l'oublier, hein? Va-t-il revenir cette année? Oui! Guillaume est de retour, Johan Lisette Martin est de retour, Samuel Gendreau est de retour. Fait que c'est pas mal toute la même équipe qu'on avait là-dedans. Comme on a discuté un peu avant l'entrevue, on fait ça pour qu'il y ait des gens dans l'aréna. Ouais. C'est une passion pour toi. Ça fait combien de temps que tu fais le métier d'entraîneur?
Oh, le métier d'entraîneur, je vous dirais, j'ai arrêté de jouer à 26 ans à cause des blessures. Depuis ce temps-là que j'ai été entraîneur, il y a 2 ans que j'ai laissé ma place. Là, il y a peut-être il y a 3-4 ans qu'il n'y a pas eu de hockey à Trois-Pistoles, mais à part de ça, j'ai tout le temps été en arrière du banc. Je dirais que ça fait au moins une quinzaine d'années là, que je suis en arrière du banc. Puis on fait ça pour la passion, on fait ça pour les gens de Trois-Pistoles, on fait ça parce qu'on aime ça être en gang. C'est un peu toutes les raisons, là, mais honnêtement, on veut qu'il y ait la vie à Oui, Trois-Pistoles. mais moi, j'ai assisté à quelques matchs l'an dernier, puis il y a des gens aussi qui m'en ont parlé, puis ça s'est parlé beaucoup. Je pense que l'équipe s'est rendue en finale l'année passée. Passé toutes les étapes des séries éliminatoires, s'est rendu en finale. Malheureusement, on a perdu contre quelle équipe déjà? Gaspé, ouais. Corsaire de Forion. Ouais. Corsaire de Forion. Mais cette année, ce n'est qu'une partie remise. Hein? C'est ça qu'à toutes les années, c'est ça qu'on espère. Ouais. En tout cas, on regarde de la manière qu'on a bâti l'alignement. Je crois qu'on veut, on veut se rendre encore jusqu'au bout. Puis on va essayer de la gagner cette année, c'est sûr. Puis aussi, on parlait de mettre des gens dans l'aréna. Je pense qu'il y a eu comme un record d'assistance l'année passée. Effectivement, en série finale, là, les 2 dernières parties, là, on a eu énormément de gens qui ont redécouvert le hockey aussi à Trois-Pistoles. Ouais. Fait qu'on espère qu'ils vont être encore au rendez-vous cette année. Puis je crois que l'organisation a fait beaucoup d'efforts cet été pour diversifier qu'est-ce qui se passe dans l'aréna. On a inclus aussi des organismes au niveau de la restauration et du bar. Fait que ça donne un coup de main aux organismes également parce qu'ils ont des revenus. Fait qu'on a essayé d'attirer du monde un peu de toutes les façons. Ils ont fait un gros travail cet été. Est-ce que je comprends bien que le restaurant va être ouvert? Non, mais il va y avoir des choses à manger. Là, okay. Le restaurant un petit peu plus, là. Plus de choses à manger. Plus. Il va y avoir une nouveauté de ce côté-là. Okay, j'ai vu, je peux pas vous dire non, c'est correct. Parce qu'il y a des choses qui sont réglées aujourd'hui. J'ai vu ça passer sur le film, mais je sais qu'il va y avoir des nouveautés. Il va y avoir un petit peu quelque chose à grignoter. Ben, je te remercie beaucoup, Éric, de ton temps. Puis, bonne saison à ton équipe. Puis, les gens de Trois-Pistoles, déplacez-vous, je vous le dis. C'est un plaisir garanti ici à l'Arena pour votre équipe de hockey. Faut la garder avec nous. Hein? Effectivement, on vous attend. Merci beaucoup. Merci. L'Association Chasse et Pêche des Basques vous invite à leur souper du chasseur et du pêcheur, avec le groupe qui a du panache, les vieux copains. Voici une entrevue avec M. Martin Plourdre, membre de l'association. Bonjour, M. Martin Plourdre, vous allez bien? Oui, très bien, merci. Oui, vous faites partie de l'association Chasse et Pêche des Basques. Depuis combien de temps? Ça fait maintenant 10 ans, cette année que je suis dans la direction avec l'association Chasse et Pêche. Je suis directeur. On est 13 plus le président qui est M. Jean-Pierre Roy. La chasse et la pêche dans les Basques, c'est assez important. Il y a un grand nombre de membres qui font partie de l'association. Oui, on est passé parce qu'on était 285. Cette année, j'ai pas eu le calcul. On va le savoir très bientôt. Mais je trouve qu'il y a une bonne participation des chasseurs et des pêcheurs dans la région de Trois-Pistoles, les Basses. Puis il faut continuer. Il faut aussi, il y a de la relève qui s'en vient. Les jeunes qui viennent pratiquer au champ de tir. On a un beau champ de tir au 2e. Puis ici, à Trois-Pistoles, près du camping municipal, on a le champ de tir à l'Arbalète et à l'Arc. Où est-ce qu'on se trouve présentement? Là, présentement, on se trouve au champ de tir à l'Arbalète et à l'Arc. Et à l'Arc. Oui. Donc, qu'est-ce que ça englobe? Mettons que moi, je veux devenir membre de l'association Chasse et Pêche des Basques. Qu'est-ce que ça me donne comme avantage? OK. L'avantage, vous prenez votre carte de membre. La carte de membre donne droit à venir au champ de tir et aux activités qu'on offre pendant l'été et l'hiver. On a le tournoi de pêche à Saint-Mathieu l'hiver. On a la pêche en herbe au mois de juin pour les adultes et les enfants. Et on a le souper du chasseur. Puis c'est pas mal tout les activités. Le souper du chasseur va avoir lieu le 25 novembre à compter de 18h. Oui. Les gens peuvent arriver sur place. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un souper offert. On parle de rose beef et un plat d'accompagnement complet pour le coût de 35 $. Mais il va y avoir aussi une soirée d'ensemble qui va s'en suivre. Oui. On va avoir un bon groupe. C'est des gens de Trois-Pistoles, sont très connus, sont très aimés. C'est le groupe, c'est les vieux... les vieux copains. Les vieux copains. Si je... La mémoire, les vieux copains. Et aussi, c'est Mme Linda Leclerc qui fait le souper. Elle fait toujours des bons soupers, on l'a déjà pris.
Puis on a pris d'autres des années, mais à chaque année, on prend toujours le même traiteur qui vient sur place. Non, pas tout. On encourage la les gens de la région, c'est ça. Puis, des groupes pareils, on prend des groupes de 3 pistoles, les environs des basses. Est-ce qu'il va y avoir des tirages tout au long de la soirée? Oui, on va avoir des beaux prix de présents les cartes de membres. Puis il va en avoir pour les membres qui ne seront pas présents, il va y avoir des prix aussi. Le monde qui vient avec le billet de 35 il va avoir des très beaux prix pour le monde qui va être dans la salle. Et aussi, on a des prix pour le ours, chevreuil, orignal. Puis poisson, ça c'est n'importe quel poisson, la truite, la grise, tout le dit, brochet. On peut enregistrer notre poisson. Oui, enregistrer, là, c'est gratuit. Puis vous allez chez Écotome de Trois-Pistoles pour vous inscrire ou sur notre Facebook d'association Chasse à pêche pour vous inscrire. Et aussi, on a aussi, pour ceux-là qui n'ont pas tué, emmenez vos permis parce qu'on va avoir un prix pour les pas chanceux. Comme nous. Oui, c'est ça. La chasse n'est pas finie, mais ça peut arriver. Avez-vous quelque chose à rajouter? Oui, parce qu'il ne faut pas oublier nos commanditaires. Oui, les commanditaires. Parce que grâce à c'est les autres qui nous font faire un bon souper avec des prix de présence. C'est tous les commanditaires, les commerçants de Trois-Pistoles et les environs de Trois-Pistoles des Basses qui nous offrent vraiment des beaux prix pour donner à la soirée du souper des chasseurs et du pêcheur. Est-ce que vous voulez en nommer quelques-uns? Trois-Pistoles, il y a BMR. Je ne peux pas toutes les nommer parce que j'ai peur de n'oublier pour pas que ça fasse une... Je peux en nommer encore. Il y a Service Bérubé, il y a Garage Windsor, les pièces d'auto Trois-Pistoles, Écotome de Trois-Pistoles et surtout avec tous ces représentants qui nous donnent vraiment des beaux prix à chaque année. Puis là, cette année, il y a 300 billets, puis on veut remplir la salle. N'hésitez pas à acheter des billets, vous allez avoir une super belle soirée. Ça fait le 38e souper du chasseur et du pêcheur à Trois-Pistoles. Venez en grand nombre, ça va valoir la peine cette année. Pour le 38e souper du chasseur, les gens peuvent se procurer des billets à quel endroit? Oui, vous allez chez Écotome de Trois-Pistoles qui ont des billets et tous les directeurs de l'association Chasse et Pêche, on a tous des billets à vendre. Vous pouvez communiquer, on a des pancartes, les numéros de téléphone sont tous marqués. Chez Écotome, c'est 851-3006 ou 851-5136 ou mon numéro de cellulaire est le 851-6688. Bon, ben votre téléphone va sonner, tout arrivé. Ça va me faire plaisir de vous répondre et vous vendre des billets pour cette magnifique soirée. Je vous remercie beaucoup, M. Ça me fait plaisir, merci beaucoup. Et bonne chance pour votre souper et bonne continuation de votre association. Merci beaucoup. C'était Véronique de TCBH. La municipalité de Saint-Mathieu-de-Riou remporte le prix d'excellence 2023 du Conseil du patrimoine religieux du Québec dans la catégorie réutilisation. Voici une entrevue réalisée par Marc-André Pépin avec le maire de Saint-Mathieu, M. Roger Martin. Moi, j'ai été élu la première fois le 5 novembre 2017. C'était ma première expérience en politique. Je n'avais pas fait de politique du tout avant, ni comme conseiller, ni comme maire. C'est la première expérience de toute ma vie que je me suis présenté en novembre 2017. J'ai été élu avec un mandat de 60% de l'électorat. Et puis, j'ai été réélu en 2021, en novembre 2021. Puis à ce moment-là, j'ai été élu à 70%. Il y a des amis qui me disent à la blague, tu devrais l'essayer une troisième fois, tu vas atteindre 80. On verra. Ben moi, je n'étais pas en politique, mais je travaillais avec du public. Je travaillais pour un syndicat, je travaillais pour la FTQ. Alors, j'étais à l'aise avec les gens publics, avec des réunions. J'étais à l'aise avec ça, des réunions calmes comme houleuses. J'étais assez bien formé par la vie là-dedans. Et puis, je suivais aussi les réunions du Conseil. Avant 2017, je venais aux réunions du Conseil. Ça m'intéressait, à savoir qu'est-ce qui se passe dans la communauté, puis comment est-ce que nos dirigeants politiques gèrent les argents de la municipalité, puis les projets, puis tout ça. Et puis, bon, tout ça m'a amené en 2017, il y avait comme un vent de changement. À Saint-Mathieu, on sentait un vent de changement.
C'est des amis, finalement, qui m'ont dit, ben écoute, Roger, tu devrais aller en politique. J'ai dit, ouais, pourquoi pas, au printemps 2017. Pourquoi pas? Puis en évoluant dans le courant de l'été, ben, avant les élections, les gens ont dit, bon, écoute, tu devrais te présenter à la mairie. Bon, j'avais aucune expérience, ni comme conseiller, ni comme maire, comme je vous disais tout à l'heure. Sauf que j'ai dit, oh, regarde, pourquoi pas. Alors, en septembre 2021, j'ai décidé que je déposerais ma candidature en octobre, pour les élections du 5 novembre, comme maire. Et voilà, je suis là depuis ce temps-là. Moi, j'ai un parcours de vie, j'ai été un petit peu partout. J'ai travaillé dans le nord du Québec, j'ai travaillé à Montréal. En avançant en âge dans ma vie professionnelle, je me disais, moi, un jour, je voudrais vivre en bordure d'un lac. Moi, je suis originaire de la vallée de la Matapédia, Saint-Alexis de Matapédia, un petit village sur les plateaux. Et puis, bon, à voyager un petit peu partout, je me suis dit, à un moment donné, ben, je vais regarder ça. J'avais été voir à différents endroits, le lac Témiscouata, le lac Matapédia. En 2004, je me suis acheté un terrain à Saint-Mathieu en 2004. En 2011, j'ai dit, je vais construire ma résidence à Saint-Mathieu. Alors, je m'étais acheté une maison à Montréal, à l'Assomption précisément. J'habitais à l'Assomption. J'ai mis ma maison à vendre en 2011 et puis je m'en suis venu à Saint-Mathieu. J'ai construit la maison en 2011, à l'été 2011, puis j'ai déménagé dans ma maison à peu près à ce moment-ci, à peu près à ce temps-ci, en octobre 2011. Puis à ce moment-là, 2011, je travaillais encore. J'étais directeur de mon syndicat pour l'Est du Québec. Alors, je faisais le Québec, Saguenay-Lac-Saint-Jean, Bas-Saint-Laurent-Gaspésie et Côte-Nord. Alors, j'étais souvent sur la route. Alors, d'habiter à Saint-Mathieu, d'habiter à Québec, d'habiter à Montréal, je n'étais pas chez nous de toute façon la semaine, souvent. Alors, j'ai déménagé à Saint-Mathieu, puis j'ai travaillé jusqu'en 2017. C'est assez paradoxal parce que en 2017, on avait convenu de prendre notre retraite, ma conjointe et moi. Ma conjointe, elle travaillait à CSN, beau petit couple. Alors, on n'était pas dans le même domaine, par contre. Et puis, en 2017, elle a pris sa retraite en juin. Puis moi, c'était prévu que je la prenais en novembre. Puis j'avais décidé de la date, c'était le 10 novembre. Alors, quand j'ai fait le choix de me présenter en politique, je savais que je prenais ma retraite le 10 novembre. Puis l'élection était le 5 novembre. Donc, j'ai été élu, puis ma retraite est arrivée quelques jours après, 5 jours après. J'ai constaté à partir de ce moment-là que la politique municipale, même si on n'est pas à plein temps là-dedans, si on y met toutes les énergies puis le cœur nécessaire où on met nos convictions là-dedans, bien, ça devient pas mal du temps plein, puis disponibilité 5 jours par semaine, souvent 7 jours, dépendamment des fois des activités fin de semaine. Mais je m'en plains pas. Je suis allé en politique par conviction. J'avais le goût de réaliser des choses. Puis à l'heure qu'on est, ça fait 6 ans que je suis maire, puis je considère en avoir réalisé beaucoup. Pas seulement que moi tout seul, j'avais aussi des conseillers et des conseillères qui m'ont suivi ou que j'ai suivi dans des projets qu'on voulait réaliser. Puis aujourd'hui, bien, on a réalisé des beaux projets, dont lui ici, dans lequel on est, qui était une église qu'on a réalisé 22-23, de transformer l'église en centre multifonctionnel. Alors aujourd'hui, bien, le bâtiment, on l'a préservé. C'est un beau bâtiment de l'extérieur. À l'intérieur, on a gardé le cachet d'origine, sauf quelques modernités comme le chauffage qu'on a modifié, bien entendu, mais on a gardé ce bâtiment-là qui a tout près de 150 ans maintenant. Alors, ça a permis à la communauté de garder ce patrimoine, je dirais. Il avait été cité par la municipalité en 2010, je pense, comme patrimoine local, régional. C'est un dossier qui a été long à réaliser. Il y a eu beaucoup de discussions. C'est un dossier qui est commencé avant
Quand moi, j'arrive en politique en 2017, il y avait des discussions depuis, je pense, 2014, 2013, parce que, bon, comme bien des municipalités au Québec, les églises sont un peu, bon, la pratique religieuse n'étant plus bien présente, tous les comités de fabrique dans chacune des municipalités ont des problèmes financiers. Alors, c'était le cas ici à Saint-Mathieu. Il y avait beaucoup de discussions à savoir est-ce qu'on garde le bâtiment église, la fabrique le garde. Ça devenait financièrement pratiquement impossible. Alors, il y avait des discussions avant les conseils précédents à savoir est-ce qu'on fait la nouvelle salle communautaire ici dans le bâtiment église ou on le fait dans l'autre centre qui est en face au 41 de l'église. Alors, l'ancien conseil préconisait plus, il y avait plus l'idée de faire l'ancien bâtiment. Il y avait déjà de toute façon un plan d'architecte qui avait été fait pour l'ancien bâtiment. Donc, on avait besoin, les bureaux municipaux étaient là, la salle communautaire était là. Nous, quand on est arrivé, bien, il y avait déjà une subvention qui était attribuée pour l'ancien bâtiment. Nous, le conseil, quand on est arrivé, bien, on a poursuivi les discussions, mais notre option, nous, c'était plus de préserver le bâtiment église, parce qu'on se disait, on a le choix de faire un ou l'autre, mais si on prend pour objectif qu'on en fait un ou l'autre, on dit, bon, lequel nous ferait le moins mal au cœur de voir dépérir si on prend un ou l'autre? Alors, on a dit, bien, si on prend le bâtiment ici, église, de voir dépérir l'autre, ça ferait moins mal au cœur que de voir un bâtiment ici de cette ampleur-là se détériorer, parce que de toute façon, le conseil de fabrique ne pouvait plus l'entretenir. Fait que le conseil, nous, on a décidé, là, très majoritairement, de prendre le bâtiment ici, de le rénover, d'en faire notre salle communautaire, d'en faire notre bibliothèque avec la sacristie, comme je vous ai montré tantôt, et de tout déménager ici pour nos bureaux, parce que les bureaux étaient aussi dans l'ancien bâtiment. Quand on a fini les travaux, on avait à ce moment-là, qui est maintenant plus ici, il est rendu à un autre emploi, on avait notre coordonnateur au développement qui était Michael. Michael avait, lorsqu'on a fini les travaux, bien, il avait regardé le patrimoine religieux du Québec. Ils ont différents prix qu'ils accordent parce que c'est un organisme qui voit, si on veut, à la sauvegarde des bâtiments religieux, les églises, les cathédrales, peu importe. Alors, Michael, il l'avait inscrit comme bâtiment qui avait été rénové, puis il l'avait inscrit dans la catégorie réutilisation d'un bâtiment. Il y en a des bâtiments qui sont rénovés puis utilisés, ils gardent leur vocation d'origine, tandis qu'ici, bien, c'est une réutilisation. Le bâtiment a été désacralisé lorsqu'il est tombé dans les mains de la municipalité, donc c'est plus un bâtiment religieux. Tout ce qui est apparent religieux, les cadres, tout ça, il ne reste plus rien. Alors, on l'a rendu, c'est un bâtiment qui est laïque. Et puis, quand le Conseil du patrimoine religieux du Québec, lui, il accueille les inscriptions sur des bâtiments, peu importe, qui sont rénovés pour continuer leur vocation ou pour réutilisation. Puis nous, on s'est inscrit là-dedans. Et puis, il y a un jury qui est constitué au patrimoine religieux qui nous a choisis. Moi, j'étais bien content qu'ils nous choisissent. On a eu la nouvelle fin août environ. On l'a gardé secret parce qu'à leur demande, on l'a gardé secret jusqu'au 12 octobre dernier. Au 12 octobre dernier, je suis allé chercher le prix à Montréal, à la Cité des Hospitalières, au centre-ville de Montréal. C'est une belle cérémonie du Conseil du patrimoine. Eux, c'était leur assemblée générale, puis en même temps, cette journée-là, le 12, ils distribuaient des prix à différentes églises ou bâtiments qui avaient été préservés. Puis moi, j'étais le dernier prix que je recevais, puis je regardais ça dans la journée, puis je disais à ma conjointe, parce que j'avais amené ma conjointe m'accompagner,
J'y disais, hey, c'est pas gros notre affaire parce qu'on regarde ça ici, tandis qu'à Québec, Montréal, les grands centres, ils ont des super églises. Écoute, c'est gros, c'est pratiquement des cathédrales. Puis il y a plusieurs projets qui sont en cours là-dedans. Il y en a qui sont réalisés, il y en a qui sont en cours de réalisation. Le nôtre était terminé. Puis, bon, le dernier, j'avais vu passer dans la journée des bâtiments extraordinaires. Là. Puis, ouais, je me disais, écoute, je suis quand même ici, parmi 125 personnes, puis j'ai gagné un prix, puis je suis originaire du Bas-Saint-Laurent. Probablement, je me disais dans ma tête, mais il doit y avoir les 125 personnes ici aux environs de ça. Il ne doit pas en avoir beaucoup, sauf ma conjointe, qui sait c'est où, Saint-Mathieu-de-Rioux. Alors, finalement, ben écoute, ça a été le dernier prix. J'ai été très fier de ça. Je suis allé le chercher. J'ai eu à dire un petit mot d'une dizaine de minutes aux participants qui étaient là. J'ai vanté notre municipalité, j'en ai profité parce que moi je trouve qu'on a une des plus belles municipalités des Basques dans le Bas-Saint-Laurent. Alors aujourd'hui, ben, on est fiers de ce qu'on a accompli. En tout cas, moi je suis énormément fier de ce qu'on a accompli. On se le fait dire régulièrement que Saint-Mathieu, c'est la place dans la MRC des Basques, particulièrement l'été. On a attiré aussi le triathlon. Vous avez entendu parler de triathlon, vous l'avez sûrement vu. Le triathlon, c'est un bel événement. On a eu les Jeux du Québec aussi, les compétitions de nage en eau libre et triathlon pour les Jeux du Québec 2023, qui est à Rimouski. Alors, c'est toutes ces choses-là qui nous fait dire, bien écoute, Saint-Mathieu, on est attirant, on est attrayant. Alors, je pense qu'on a fait les bonnes choses au bon moment. À la Forge à Bérubé, le 2 novembre dernier, a eu lieu une soirée d'improvisation théâtrale internationale. TCBH était sur place pour prendre quelques images. C'est pas les mêmes choses. C'est comme, hey, tu souris, tu penses à quelqu'un? Je suis amoureux, moi. Oh, ben là! Ah, ben là, ça vaut la peine de sortir la caisse spéciale de gras. Qu'est-ce que c'est? Ben, la crème de menthe. C'est imbuvable. Elle nous le mettait dans le lait chaud. Il faut un peu de lait chaud avec ça. Pour le lait chaud. Pourquoi t'as besoin d'être toujours passive-agressive comme ça alors que tu vois autour d'un bon lait chaud avec crème de menthe verte? Je suis unie. Vous êtes sûr que vous voulez pas me laisser la ben non. On va essayer. Du côté des 13 à l'ouest, nous verrons en action Jérôme et Sophie. Avec eux, Judith et Jonathan. Votre thème sera l'imposteur. Pour une durée d'au moins 4 minutes, l'imposteur. Bon jeu. La dernière enquête s'est pas passée comme on l'avait pris. On va laisser filer les indices, on va laisser filer le suspect. On n'a rien. Tout ce que vous avez à dire. Qu'est-ce que je vais dire à la presse? Ah voilà, à la presse. Tu veux dire ça? Oui. Ah, vous ayez arrivé à la conférence de presse, hein? C'est pas facile, hein? Tu fais aussi la présentation. C'est pas facile. Oui, aucune entente. Je demande pas d'être désolé, je demande du résultat. Les indices qu'on avait étaient des fausses pistes. Suivez les vrais? C'est difficile. Ah oui, c'est difficile. Bien sûr que c'est difficile. Il y a des chiens sur le coup et C'est ça.
ça. Ils ont trouvé des croquettes et ils se sont barrés. C'est ça. Ils étaient agressés aussi. Ah bah attends, ça te faut des chiens. Maître chien dans la police, plus. Oui, alors c'est pas des lumières, les maîtres chiens. Mais arrêtez d'être désolé. Je suis désolée quand même. Arrêtez d'être désolé. Excusez-moi. Non mais arrêtez de vous excuser. Pardon, je suis. Ben, je veux dire que moi aussi, j'aurais dû donner des indices à la bonne personne, puis je l'ai pas fait. Tu les as donnés à moi. Mais c'est ça, pas la bonne personne. J'aurais une question pour l'enquêteur en chef sur cette enquête-là. On s'entend que le premier ministre est décédé. Ça aurait été plaisant d'avoir au moins une piste, quelque chose. Est-ce qu'on sait dans quelle ville il se cache au moins? Au Saguenay. À quelque part dans le Saguenay, mais c'est pas limité. C'est un grand territoire, le Saguenay. C'est-tu le lac ou c'est le Saguenay? Nos enquêtes sont pas tout à fait concluantes à ce niveau-là. Prochaine question. Savoir au niveau des fausses pistes, quelles étaient-elles? Ah, il y en avait plein. Il y avait les boulamites, il y avait les chiens saucisses, il y avait le tampon rouge. Écoute, on a passé des semaines là-dessus. Bonjour, chasse et pêche. Écoutez, c'est très bien ce que vous avez dit à l'heure. Ouais, ça a bien été. Hein. C'est très bien. J'étais pas à l'aise. Vous êtes là pour Je pense me que dire. ça n'a pas paru dans ma face. Non. Vous savez que c'est vous qui t'embrassez, jamais moi. Le chien? Bah oui, c'est moi le chef, donc c'est pas moi qui va tomber. C'est moi Oui, moi, je suis. C'est un peu trop fond, là, C'est moi qui est dans la marde. C'est tout ça, ça chie, là. Ça fait beaucoup de marde, ça. Ah, ça fait beaucoup de marde. Faut qu'on trouve des indices, là. Un nouveau ministre encore tué! Un nouveau ministre encore tué! Wouh! Un nouveau ministre! Et ben, on va aller sur le terrain ensemble, je dis. Ça en fait deux quand même, ça fait. Et ben, je dirais. peut-être un tueur en série. Mais il tuerait que des ministres. Mais ça cogite, là. Ça y est, ça ça vient commence à de- connecter, là. On est bien, on est bien. On n'a toujours pas trouvé ce que ça voulait dire, le tampon rouge. Ces chiens saucisses, ça reste là. Alors, est-ce qu'on. Allons sur le terrain. Chasse et pêche, les questions restent sans réponse! On la famille qui peut raconter. On réconfort. On la vire. Ça me fait bondir. Ça se prend dans l'autre whisky. Attendez, c'est quoi toutes ces traces de sang sur vos mains? Ah ouais, c'est que je suis des ministres. Ah bon? Ouais. C'est une passion? Ouais, et quand j'ai fini, je mets mon tampon rouge et je me rétampe le front avec. Ouais, je fais ça depuis des années, mon géométrie. Regardez, on vient de la repêcher. On vient de recracher tout le long du Saguenay. Et là, ce tampon est rouge. Pour qui c'est fait qu'on va pitcher dans le flot? Je suis la ministre de la famille, moi. Ce tampon est frais. On l'a tamponné fraîchement. J'étais dans mon cabinet de ministre, puis il y a un homme avec une grosse main qui m'a mis la main sur la bouche. Ils m'ont mis une main, c'est bon. Une bouche. Est-ce qu'il y a une deuxième main en dessous? Qui a vu un tampon ici, vous avez vu un tampon? C'est l'eau du Saguenay avec. Si, regardez, il y a plein de traces. Non, non, il y a Qu'est-ce que j'ai? Madame, ne paniquez pas, vous avez été tamponné. Vous êtes sur la liste du tueur en série. Mais là, il faudrait me protéger là. le tampon de la main. On va la ramener au poste et on va vous surveiller. Alors si on la ramène au poste, il risque de venir nous voir quand même. Oui, mais ils savent pas où est le poste. À moins qu'il y ait quelqu'un a une fuite. Hey, ça pourrait-tu faire moins simple? Quelqu'un dans l'équipe serait un traître. Tiens, la capitale. Attendez, on Alors, vous bougez pas parce que là, on est en train de faire une chose. Mon erreur, mon erreur. D'accord. Procédez. On s'est totalement
vas avoir une belle promotion. On fait ça, hein? Promotion. Le ministre? Ouais, pas le ministre en vient. Le ministre de la Justice. Maintenant, les annonces de la semaine. Les feux de camp sont à l'honneur au camping municipal. Le premier aura lieu le 17 novembre à compter de 18 h. Le salon pour les travailleurs expérimentés aura lieu le 9 novembre à compter de 9 h aux Galeries Trois-Pistoles. Et maintenant, c'est Rick et les bons moments présentés au Café Grain de Folie vendredi le 9 novembre à compter de 21 h 30. Et finalement, une soirée de jeux de société jeudi le 9 novembre dès 19 h. C'était Véronique pour TCBH qui vous dit à la prochaine!